Salut! Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à l'apprentissage de Blender. Blender, c'est un logiciel de 3D incroyable. Il est gratuit, open source et complet. Sauf qu'apprendre le logiciel, c'est pas évident. Surtout si tu parles pas très bien anglais. Can you speak in English? Thank you. Du coup, j'ai créé cette chaîne où je vais te parler de 3D et je vais te donner mes conseils pour apprendre à utiliser le logiciel Blender. Je vais reprendre le concept du donut de Andrew Price. Si tu connais pas, je t'invite à aller regarder ses vidéos. Il a de très bons tutoriels. Bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en français et je vais regrouper ce qui, selon moi, compose un projet dans sa totalité. On va partir du commencement, donc en découvrant l'interface, que tu apprennes à utiliser le logiciel. On va faire de la modélisation avec les outils de base, apprendre à sculpter un objet pour lui donner une forme plus organique. Ensuite, on va donner vie à nos objets en les texturant et en créant l'éclairage adapté. Et on finira par l'animation et le composing de notre rendu final. Bien sûr, on ne va pas pouvoir tout voir en détail, car ça prendrait beaucoup trop de temps. L'idée, c'est de te donner les clés pour que tu apprennes à utiliser le logiciel et que tu sois capable de faire ce type d'animation. Par défaut, quand on ouvre Blender, on a cette interface. On a 3 objets, une caméra, une lumière et un cube. 3 objets qu'on peut venir sélectionner en cliquant dessus. Si tu n'es pas familier avec les logiciels de 3D, essaie de l'imaginer comme un studio de film. On a notre décor et nos personnages, on a nos lumières pour éclairer notre scène, puis on va filmer à l'aide d'une ou plusieurs caméras. Et ben Blender c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir un décor et des personnages, on va avoir un cube. Et ce cube, en lui appliquant des transformations, on va lui donner la forme qu'on souhaite. Donc en d'autres termes, ce qui se trouve dans le cadre de notre caméra, c'est ce qui sera visible lors de notre rendu d'image. En cliquant sur cette icône, j'accède à ma vue caméra. En faisant un rendu d'image, je vois bien que j'ai ce que je voyais dans ma vue caméra. Ok, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 3D on évolue sur 3 dimensions, représentées par 3 axes, X, Y et Z. L'axe X est représenté par un trait rouge, l'axe Y par un trait vert, et l'axe Z par un trait bleu, qu'il est possible d'afficher à cet endroit. Tu peux retrouver tes axes dans cette minimap, où je vois bien mes axes et leurs couleurs associées, ainsi que les axes négatifs. Tu peux contraindre ta vue sur un axe en cliquant dessus. De cette manière, tu pourras par exemple te placer au-dessus de ta scène en cliquant sur Z, ou en dessous en cliquant sur -Z. Pour sortir d'une vue contrainte, il te suffit de te déplacer en utilisant la molette de ta souris. En restant appuyé dessus, tu peux ainsi tourner autour de tes objets. Tu peux te déplacer de côté en contraignant ta vue, en restant appuyé sur Shift et la molette de ta souris. Et enfin, tu peux zoomer-dézoomer en scrollant la molette de ta souris ou alors en restant appuyé sur CTRL et la molette de ta souris. Si tu n'as pas de souris et que tu utilises un trackpad, tu peux faire la même chose en utilisant 2 doigts à la place de la molette de la souris. Ces 3 actions sont également disponibles via ces 3 icônes. Ça peut être pratique au départ si tu as du mal à te souvenir des raccourcis. Ton espace de travail est composé de fenêtres. Ces fenêtres varient en fonction de l'espace de travail choisi. Par défaut, on est sur le layout, mais si je change pour un autre espace de travail, je vais avoir une autre organisation et d'autres fenêtres. Ces modes ont été conçus pour nous faciliter le travail, en organisant les fenêtres en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, si tu veux faire de l'animation, tu as un espace dédié. Mais si tu le souhaites, tu peux venir charger n'importe quelle fenêtre en cliquant sur cette icône. Et en ajouter en glissant dans le coin d'une fenêtre. Pour supprimer une fenêtre, il me suffit de faire le cheminement inverse et de relâcher le bouton de ma souris quand je vois apparaître une flèche. On peut ainsi très rapidement organiser son espace de travail en fonction de ce qu'on veut faire. Ok, revenons aux fenêtres qu'on a par défaut. La grande fenêtre est appelée 3D Viewport. C'est dans cette fenêtre que tu vas composer ta scène, modéliser tes objets. En gros, c'est là où tu vas passer le plus de temps. Cette fenêtre s'appelle Outliner, elle te permet d'organiser les éléments présents dans ta scène. Tu peux constater qu'on retrouve tous les objets de notre scène avec le nom approprié. D'ailleurs, je peux sélectionner mes objets en les sélectionnant dans l'Outliner. Les objets sont rangés dans une collection. Je peux en créer une nouvelle en faisant clic droit, nouvelle collection, et y insérer mes objets dedans. Je peux renommer un objet en double-cliquant dessus, pareil pour mes collections. Il est important de bien organiser un projet Blender car on pourra très facilement importer des objets ou des collections d'un projet à un autre. Je peux désactiver ou activer une collection, rendre visible ou non un objet en cliquant sur l'œil, et rendre invisible ou non un objet
au rendu en cliquant sur la caméra. Alors, il faut faire une distinction entre ces deux icônes. Si je désactive la petite caméra, mon objet reste visible dans ma scène 3D, mais il sera invisible lors de mon rendu final. Quand je fais mon rendu final en allant dans la fenêtre Render, Render Image, je n'ai rien. Alors que je vois bien que ma caméra est supposée prendre en compte mon cube. Si à l'inverse j'avais désactivé mon cube dans ma scène 3D mais activé au rendu, il serait bien apparu au rendu final, alors qu'il n'est pas visible dans ma scène. Donc l'œil pour masquer dans la vue 3D et la caméra pour le rendu final. La troisième fenêtre par défaut s'appelle Propriétés. Elle te permet d'éditer les propriétés de ta scène 3D, de la collection et de ton objet actif. Je ne vais pas te les présenter une par une, ça serait pas très instinctif. Je préfère te les présenter au fur et à mesure des vidéos dans des cas pratiques. Par contre, ce qu'on peut remarquer dans l'immédiat, c'est que lorsque je sélectionne mon cube, je vais avoir des icônes différentes que lorsque je sélectionne ma caméra ou ma lumière. Cela s'explique tout simplement par leur nature d'objet qui est différente, et donc du fait qu'on pourra agir différemment en fonction de l'objet choisi. D'ailleurs, on a un icône vert qui indique la nature de l'objet sélectionné. Ces icônes sont identiques aux icônes qu'on a à côté de nos objets au niveau de l'outliner. Je peux sélectionner plusieurs objets ensemble, sauf que lorsque je fais ça, j'ai un objet qui apparaît en surbrillance orange et les autres qui apparaissent en rouge. Celui qui est en surbrillance orange est considéré comme actif. C'est donc par rapport à lui que mes propriétés sont définies. En ayant une multi-sélection, je peux changer mon élément actif en restant appuyé sur Shift et en sélectionnant un autre objet. D'ailleurs, je peux sélectionner plusieurs objets en restant appuyé sur Shift. Enfin, la dernière fenêtre affichée est la timeline. Elle nous permet d'insérer des images clés à des temps précis. En d'autres termes, elle va nous permettre de créer une animation, une vidéo. Cette fenêtre, je t'en parlerai en détail dans la partie animation, où l'on verra comment animer nos objets. Ok, donc comment on agit sur nos objets? Tout d'abord, il faut savoir que sur Blender, on peut agir de plusieurs façons sur nos objets. C'est-à-dire que je peux bien évidemment déplacer mon cube, mais je peux également l'éditer pour modifier sa forme, le sculpter, ou encore peindre mon objet. Ces opérations sont accessibles à partir de modes, qu'il est possible de venir sélectionner ici. Par défaut, on est sur le mode objet, mais on peut changer de mode en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, attention, si j'ai ma lumière ou ma caméra de sélectionner, je ne pourrai pas changer de mode. Je ne pourrai utiliser que le mode objet. Tout simplement car il n'est pas possible de peindre ou de sculpter une caméra ou une lumière. Donc le mode objet est le mode disponible pour tous les objets. Il va nous permettre d'organiser notre scène en positionnant nos objets et en ajustant leur taille. Dans ce mode, on a trois actions principales. On peut déplacer nos objets. La méthode la plus simple pour le faire est d'appuyer sur G. De cette manière, tu déplaces ton objet sur tous les axes. Alors pas besoin de rester appuyé, il te suffit d'appuyer une seule fois. Et puis tu cliques à l'endroit où tu veux déposer l'objet. Ce déplacement, tu peux le contraindre sur un axe en appuyant sur la touche correspondante à l'axe. Par exemple, si je fais G puis Y, mon objet se déplace uniquement le long de l'axe Y. D'ailleurs, je vois le trait vert apparaître en surbrillance, ce qui m'indique que je me déplace le long de cet axe. Ça marche pour tous les axes. Donc GX et GZ. Je peux également contraindre le déplacement sur deux axes en même temps. Pour cela, il me suffit de faire G, Shift, puis l'axe sur lequel je ne veux pas déplacer mon objet. Donc par exemple, G, Shift, Z. Mon objet ne se déplace pas sur Z, mais seulement sur X et Y. À droite de notre minimap, on a une petite flèche. Si tu viens l'étirer, tu affiches une fenêtre qui te donne des informations sur ton objet. Cette fenêtre est également accessible via le raccourci N. Dans la partie location, j'ai la possibilité de connaître la position de mon objet. Par défaut, il se trouve au centre de notre scène 3D, donc à 0 m. Et tu remarques que lorsque je déplace mon objet, les valeurs changent. Je peux d'ailleurs changer les valeurs manuellement, ou même entrer une valeur. Je peux sélectionner plusieurs valeurs en étirant ma sélection, il te suffit de rester appuyé sur le bouton gauche de ta souris. Et je peux également empêcher le déplacement sur un axe. De la même manière qu'on fait G, Shift, X pour se déplacer que sur l'axe Z et Y, on peut verrouiller le déplacement sur un axe en cliquant sur le cadenas. Ainsi, en appuyant sur G, mes déplacements ne se feront pas sur X. Exactement de la même manière qu'on vient de le voir, on peut faire des rotations à nos objets et ajuster leur taille.
Si j'appuie sur R, je fais une rotation sur tous les axes. Je peux contraindre la rotation sur un axe en faisant R, puis l'axe souhaité X par exemple. Par contre, la différence qu'on a avec le déplacement, c'est que si on fait R Shift Z, ça revient à la même chose que de déplacer sur l'axe Z. Je vois bien ici que mes valeurs changent sur l'axe Z. Pour contraindre le déplacement sur deux axes, il faudra verrouiller l'axe. On peut donc bien évidemment modifier les valeurs directement via cette fenêtre. Si tu appuies deux fois sur R, tu vas faire une rotation de type trackball sur tous les axes. Pour modifier la taille de ton objet, il te suffit d'appuyer sur S de la même manière que vu précédemment. On modifie la taille par défaut sur tous les axes. On peut contraindre le changement de taille sur un axe en faisant S puis l'axe X par exemple. Et on peut modifier la taille sur deux axes en faisant S Shift puis l'axe non souhaité Z par exemple. Bien évidemment, il est possible de modifier les valeurs dans la fenêtre de transformation N de la même manière que pour les rotations et déplacements. Tu as peut-être remarqué, mais quand tu modifies l'échelle, tu modifies également les valeurs de dimension de ton objet, ce qui paraît logique étant donné qu'on agrandit ou rétrécit notre objet. Donc modifier les valeurs à cet endroit va avoir une influence sur ton échelle. Par défaut, notre cube, il fait 2 mètres sur tous les axes. Les valeurs sont exprimées en mètres, mais on peut venir rentrer une autre mesure, telle que centimètres par exemple. On peut faire ces actions sur tous les types d'objets, donc également avec ma caméra ou ma lumière. La seule différence est que ces objets ne possèdent pas de dimension métrique. Donc on peut modifier leur taille, mais ça ne la modifiera pas à proprement parler. Par exemple, ma caméra, si je modifie sa taille, ça ne modifiera pas la taille de ce qu'elle enregistre. On peut faire ces actions en ayant sélectionné plusieurs objets à la fois. La seule chose, c'est que l'action se fera par rapport à un point médian entre tous ces objets. Tu peux modifier cette option à ce niveau, ou tu peux par exemple choisir que chaque action se fait individuellement pour chaque objet. Quand tu fais une action sur un objet, tu as l'information en haut à gauche. Par exemple, lorsque je déplace mon cube, en contraignant le déplacement sur Y, j'ai une information de déplacement indiquée par le D du nombre de mètres et le long de l'axe Y. Pareil si on fait une rotation ou une échelle. Quand on fait une de ces actions manuellement, et non pas en utilisant la fenêtre N, on manque de précision. Pour être plus précis, tu peux rester appuyé sur Shift, ce qui te permet d'effectuer une rotation ralentie, et donc d'ajuster ton effet. Mais bon, la valeur numérique n'est pas vraiment précise. Pour la rendre précise, je peux soit rester appuyé sur CTRL pendant que je fais la rotation, ce qui me permet de faire une rotation de 5 degrés par 5 degrés, et donc d'obtenir quelque chose de très précis. Ou alors, encore mieux, rentrer la valeur numérique que je souhaite. Par exemple, si je veux faire une rotation de 90 degrés, je rentre la valeur de 90, et ensuite il me suffit d'appuyer sur Entrée pour valider. Je pourrais toujours venir ajuster les valeurs dans ma fenêtre N. Sachant que de la même manière, on peut faire défiler les valeurs au ralenti en restant appuyé sur Shift et incrémenter en restant appuyé sur CTRL. Donc voilà pour les actions principales qu'on peut faire dans le mode objet. À gauche, tu as une fenêtre de transformation qu'on peut masquer, afficher avec la touche T, dans lequel tu peux effectuer exactement les mêmes commandes qu'on vient de voir en utilisant ces 4 icônes. Celui-ci te permet de te déplacer, celui-ci de faire des rotations, cette icône de changer la taille, et enfin le dernier de tout faire en même temps. Ok, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque objet possède une origine. L'origine, c'est le petit point orange que tu vois au centre du cube. Il se trouve à l'extrémité de la caméra et au centre de notre lumière. Cette origine, c'est ce qui définit la position d'un objet dans ton espace 3D. En d'autres termes, quand tu déplaces ton objet, tu vois les valeurs de localisation qui se modifient. Sauf qu'elles ne correspondent pas à la position de ton cube, mais à la position de l'origine de ton cube. Par exemple, si je déplace l'origine de mon objet, sans déplacer mon cube, les valeurs changent. Et quand je vais ensuite déplacer mon cube, ces valeurs correspondent à la position de mon origine. De la même manière, lorsque je fais une rotation, elle se fait par rapport à mon origine.
En fait, lorsque mon origine est placée au centre, j'ai l'impression de faire une rotation autour de mon cube, mais je suis en train de faire une rotation autour de son origine. Et pareil pour l'échelle. Plus je m'éloigne de l'origine, plus mon objet s'agrandit et inversement. Cette origine, on peut donc la déplacer. Au centre de la scène 3D, on a ce qu'on appelle un curseur. Ce curseur, je peux le déplacer via cette icône. Ou alors, en étant en mode de sélection par défaut, je peux faire la même chose en faisant Shift, clic droit. C'est là où ça devient intéressant. C'est que je peux utiliser ce curseur pour déplacer l'origine d'un objet. En ayant mon cube de sélectionné, si je fais clic droit, Set Origin, Origin to 3D Curseur, je positionne l'origine de mon objet au niveau du curseur. Et du coup, maintenant, si je fais une rotation, la rotation se fait bien autour de l'origine. Pareil si j'agrandis ou rétrécis mon objet. Il s'éloigne ou se rapproche de l'origine. Pour repositionner mon origine au centre de mon objet, il me suffit de faire clic droit, Set Origin, Origin to Géométrie. Voilà, donc il est très important de prendre en compte que toutes les actions que tu fais en mode objet se font par rapport à l'origine de ton objet. Pour ce qui est du curseur 3D, avoir son curseur 3D à un endroit aléatoire, ça peut parfois être problématique. Il est préférable de le garder soit au milieu de la scène 3D, soit à un endroit précis. Pour cela, on a plusieurs options. On peut soit aller dans la rubrique View et au niveau de la localisation du curseur 3D, rentrer les valeurs de 0, ce qui permet de le placer au centre. On peut aussi faire cette action plus rapidement en allant dans Object, dans la rubrique Snap et en choisissant Cursor to World Origin. Cette fenêtre Snap, on peut l'afficher en restant appuyé sur Shift S. Dans cette fenêtre, on a plusieurs options très intéressantes. On peut donc positionner le curseur au centre de la scène, mais on peut également positionner le curseur au niveau de l'origine d'un objet, en choisissant Cursor to Selected. Ou alors positionner un objet au niveau du curseur en choisissant Sélection to Cursor. Ce qui est d'encore plus intéressant, c'est que grâce à l'option Cursor to Selected, on peut venir positionner le curseur au centre d'une face ou sur un sommet de manière très précise. Alors on verra dans la prochaine vidéo comment sélectionner les sommets ou les faces d'un objet, mais voilà, là c'est juste pour te montrer les possibilités du menu Snap et du curseur 3D. On n'en aura pas forcément l'utilité dans cette série de vidéos, mais je peux t'assurer que c'est une fonctionnalité qui est très utile et qu'il est indispensable d'utiliser sur Blender. Ok, maintenant la deuxième chose très importante qu'il faut savoir, c'est que par défaut ton objet a une position dans l'espace 3D et une taille prédéfinie. Elle est de 2 mètres. Je t'ai montré que lorsqu'on modifiait la taille de nos objets, on modifiait les valeurs ici. Sauf que de modifier ces valeurs, c'est pas une bonne chose. La valeur de 1 représente les dimensions par défaut de notre objet, si tu préfères sa taille de référence. Par exemple, si je diminue la taille de mon cube sur Z, puis que je l'agrandis sur Y, mes valeurs d'échelle se sont modifiées proportionnellement avec mes valeurs de dimension. Maintenant, imaginons je veux arrondir les coins de mon cube. Donc si je viens arrondir ces coins comme ceci, je vais avoir quelque chose qui ne correspond pas à des arrondis parfaitement arrondis. Si je prends ce cube, qui a exactement les mêmes dimensions mais une échelle à 1, que je fais les arrondis sur les bords, je vois que j'ai quelque chose qui correspond plus à des arrondis bien proportionnés. Et cette différence s'explique par leur échelle qui diffère. En gros, le premier cube, dont l'échelle n'est pas à 1, garde pour référence les dimensions de mon cube par défaut, donc 2 mètres sur tous les axes, alors que mon deuxième cube a bien comme référence ses dimensions actuelles. Je vais te montrer un autre exemple, mais cette fois-ci avec la rotation. Prenons ce cylindre auquel je fais une rotation de 90 degrés sur X. Donc R, X, et puis je rentre la valeur de 90. Par défaut, mes valeurs de rotation sont à 0. Sauf que là, la valeur pour X est de 90. Logique. Maintenant, imaginons que je veuille que mon cylindre soit de la même taille que celui-ci, qu'il fasse 4 mètres sur l'axe Y. On est bien d'accord que l'axe Y est représenté par le trait vert. Sauf que si je rentre la valeur de 4 sur Y, je vais avoir quelque chose d'incohérent. Ça a modifié les valeurs sur l'axe Z. Alors attends, si je viens rentrer 4 sur l'axe Z, oui, ça fonctionne. Donc l'axe Z et Y ont été inversés pour notre cylindre. Et ça, c'est dû à notre rotation. En fait, notre cylindre réagit exactement de la même manière que dans sa position d'origine. Sauf qu'ils n'ont pas la même orientation. Mais Blender ne le sait pas. Pareil que pour l'échelle. Il va falloir lui indiquer en remettant nos valeurs de rotation à 0. Donc comment on fait?
il faut appliquer les transformations, tout simplement en allant dans cette fenêtre Apply ou en utilisant le raccourci CTRL-A qui donne accès à la fenêtre. Ici, on peut appliquer toutes nos transformations ou chaque transformation individuellement. Dans nos cas, il faut qu'on applique les transformations de rotation et d'échelle. On a aussi la possibilité d'appliquer les transformations de location, qui correspondent donc aux modifications qu'on crée lorsqu'on déplace notre objet. Alors le problème avec appliquer les transformations de localisation, c'est que ça repositionne l'origine au centre de notre scène 3D. Et ça, on n'a pas forcément envie de le faire, parce qu'on a vu que la position de l'origine d'un objet est cruciale, et souvent il est plus intéressant qu'elle reste au milieu de la géométrie, sauf dans des cas spécifiques. Donc ce que je fais en général, c'est CTRL-A, rotation et scale, ou juste rotation ou scale. Voilà, donc il faut bien que tu prennes en compte ces informations. Si tu as des incohérences quand tu modélises, ça peut venir de là. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire un rapide tour d'horizon des préférences. Tu peux afficher les préférences en venant ici. Tout d'abord, je garde l'interface en anglais. Si tu te sens à l'aise avec la langue, je te conseille de faire pareil, tout simplement car la communauté Blender est principalement anglophone, il te sera plus facile de trouver du contenu en utilisant le vocabulaire natif du logiciel. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les infobulles en français. En sélectionnant français comme langue et en activant que cette option, je garde les infobulles en français. Comme ça, quand je survole une fonctionnalité, j'ai une information en français. Ce sera plus pratique pour la compréhension. Je ne vais pas entrer dans le détail des paramètres, je te laisserai découvrir par toi-même. Juste pour que tu saches, ici tu as une bibliothèque d'add-ons. Les add-ons sont des plugins que tu viens activer ou désactiver qui vont te permettre de générer des actions très rapidement sur Blender. Ici, tu peux définir tes raccourcis. Dans cet onglet, tu as la possibilité de définir le nombre de fois où tu veux revenir en arrière. En gros, quand tu fais une action et que tu l'annules en faisant CTRL-Z, tu es limité au nombre que tu définis ici. Perso, j'ai mis une valeur de 128 et je te conseille d'augmenter ta valeur. Autrement, ça peut être frustrant de ne pas pouvoir revenir en arrière. Ici, tu as le choix de la carte graphique. Alors, il est possible que tu n'aies rien, que tu aies seulement l'option None. Dans ce cas, tant pis. Autrement, si tu as la possibilité de choisir une carte graphique, fais-le. En gros, ça te permettra de choisir ta carte graphique lorsque tu feras des rendus avec Cycles, mais ça, je t'en parlerai plus tard. Enfin, je te conseille d'activer les sauvegardes automatiques en cochant cette option pour ne pas perdre les changements que tu fais. Voilà pour cette première vidéo d'approche de Blender. Pour résumer ce qu'on vient de voir, un logiciel de 3D évolue sur 3 dimensions, X, Y et Z. Chaque objet a une nature d'objet propre. La caméra appartient à la catégorie des caméras qui sert à capter et nous permet donc de faire le rendu. La lumière appartient à la catégorie des lumières qui sert d'éclairage à notre scène. Et enfin, le cube appartient à la catégorie des mèches. Ce sont les objets dont on va modifier la structure pour créer ce qu'on veut. L'interface de Blender est composée de plusieurs fenêtres de travail ayant toutes des fonctionnalités différentes. La fenêtre 3D Viewport est la fenêtre qui nous permet de construire notre scène en agissant sur nos objets. Il existe plusieurs modes qui nous permettent d'agir sur nos objets de manière spécifique. Le mode objet est le mode par défaut pour tous nos objets. Il nous permet de structurer notre scène, d'organiser nos éléments de sorte à faire la composition qu'on souhaite. Pour cela, on peut faire 3 actions principales qui sont le déplacement en appuyant sur G, la rotation en appuyant sur R et l'échelle en appuyant sur S. Les modifications se font par rapport à l'origine de l'objet et il est très important d'appliquer les transformations d'échelle et de rotation quand on les modifie dans ce mode. J'espère que les informations ont été assez claires. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu as besoin que j'approfondisse des choses. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer un peu plus en détail dans les fonctionnalités. On va découvrir ensemble comment modéliser un objet pour lui donner la forme souhaitée. Un toucher d'excellence, excédent, l'énergie charme 2 étoiles binaires comme éternellement, un 7e sens d'aimant, data source sur un surf d'argent. Un toucher d'excellence, excédent, l'énergie charme 2 étoiles binaires comme éternellement, un 7e sens d'aimant, data source sur un surf